Bonjour mes chers amis et bienvenue à l'épisode 2 de La Voix de l'archiviste. C'est votre hôte Gabriel et ça me fait énormément plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui mes chers amis. Aujourd'hui épisode plus relax, un peu plus simple, un petit peu plus monologue. Je vais vous parler des 5 choses qui m'ont surpris quand je suis rentré en archivistique parce que je me suis inscrit au programme avec une idée préconçue de ce que c'était des archives. Et il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte que c'était pas du tout à quoi je m'attendais et j'aimerais vous faire parler. Je vais vous parler de mon top 5 des choses qui m'ont plus surpris quand je suis rentré en archivistique et que je suis devenu archiviste. Le premier, le plus important, ils vont tous vous le dire, votre archiviste au travail va vous le dire. L'archivistique, c'est pas de l'histoire. Moi, vous devez savoir, pour ceux qui viennent du deuxième podcast, vous le savez déjà, j'ai fait une majeure en études médiévales. Donc moi, je suis un passionné d'histoire. Je suis un passionné d'histoire médiévale, surtout le haut Moyen Âge durant l'époque viking. Et ça a été c'est ma passion depuis que je suis tout petit, l'histoire. Hein? Ça m'a toujours intéressé. J'étais fou amoureux de ça. J'apprenais pas juste le Moyen Âge, j'apprenais l'Antiquité, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Je m'intéressais à toute l'histoire. Donc, avec une majeure, l'objectif en études médiévales, c'était un programme pluridisciplinaire. On ne fait pas que de l'histoire du Moyen Âge, on fait tout ce qui a trait au Moyen Âge. Donc, on faisait l'histoire médiévale, on faisait l'histoire des langues, donc on apprenait l'ancien français, on avait 3 cours de latin obligatoires. Ça n'a pas été facile, mais je les ai faits. On avait la théologie, comprendre les penseurs du Moyen Âge, les auteurs médiévaux, comment on réfléchissait Dieu au Moyen Âge. J'ai fait des cours de linguistique, donc suivre l'évolution des langues, pas juste les apprendre. De l'archéologie médiévale. Hein. L'histoire et l'archéologie, c'est deux choses différentes, même s'ils travaillent ensemble. Mais j'ai dû faire des cours d'archéologie. Comment est-ce qu'on fait un peu un site de fouille? Comment fonctionne un site de fouille au Moyen-Âge? C'est quoi les différents mouvements? C'est quoi les enjeux avec l'archéologie médiévale? Donc, on fait tout ce qui a trait au Moyen-Âge. Et donc, dans ce désir de toujours être pluridisciplinaire sur le Moyen-Âge, l'Université de Montréal n'offre que seulement une majeure pour qu'on puisse faire une mineure ou un certificat en autre chose qui va nous donner un autre appendice, si vous voulez, une autre pluridisciplinarité sur le domaine du Moyen Âge. Et donc, je me suis dit, bon, réalistiquement, si j'aime manger, je peux pas devenir médiéviste au Québec, à moins que je passe ma vie à faire la recherche à l'université. Ce qui implique que je dois faire une maîtrise, un doctorat, et que après, j'ai peut-être une chance, après m'être endetté, de pouvoir avoir un métier plus tard. Perspective d'emploi ne m'était pas... je n'ai pas très choyé à l'opportunité, donc j'ai dit, si je deviens archiviste, j'ai pas mal plus de chances de pouvoir trouver quelque chose dans mon domaine. Sachant pertinemment, par contre, que le Moyen-Âge au Québec, sans dire que c'est impossible, loin de là, c'est très difficile pour des raisons très logiques. Le Moyen-Âge, il est en Europe. Il y a certains aspects du Moyen-Âge qui ont survécu au Québec. Je le défends toujours. Mais il n'y avait pas de réalité d'emploi très réaliste, à part si je travaille dans des archives vraiment anciennes, des facsimilés, qui sont des répliques exactes de documents médiévaux qu'on trouve, par exemple, en Europe. Donc, perspective assez restreinte, mais je me suis toujours dit, en archivistique, il y a toujours la possibilité d'être archiviste pour un autre musée, donc ce sera peut-être pas le Moyen-Âge, d'être archiviste pour une entreprise, donc de travailler peut-être avec potentiellement quelques vieux documents, mais très rares. Mais bon, vous voyez que l'archivistique me donnait une porte d'entrée vers un nouveau monde. L'affaire, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que c'est la première chose qui vous enseigne lorsque vous faites votre cours d'introduction en archivistique. La première chose qu'ils vous disent, on ne fait pas de l'histoire. Les archives sont utilisées par les historiens parce qu'elles ont une valeur de témoignage. Mais l'archivistique en tant que telle, ce n'est pas de l'histoire. Il y a eu un moment, dans le fond, dans l'histoire de l'archivistique, on va y revenir, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais que l'archivistique, c'est vraiment délogé de l'histoire, pas comme science connexe à l'histoire, mais comme propre science en elle-même. Et là, je veux en venir au point. L'histoire, c'est une science humaine. L'archivistique, c'est une science de l'information. Vous vous souvenez, dans les précédents épisodes, on en a parlé, l'importance de l'archiviste à se greffer à l'information. Eh bien, un archiviste n'est pas un historien.
Maintenant, c'est important de le comprendre, on travaille souvent ensemble. Si vous travaillez, par exemple, ça c'est pas mon cas présentement, mais si vous travaillez, par exemple, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, que vous détenez beaucoup d'archives anciennes sur l'histoire du Québec, ça fait partie du rôle de BANQ, et que des gens font des demandes de recherche, les chercheurs vont demander à consulter des archives, il y a de fortes chances que ces chercheurs soient soit des journalistes ou, je connais pas la statistique, mais laissez-moi la dire, 80% du temps, des historiens ou des amateurs d'histoire, des généalogistes, des gens qui s'intéressent à la généalogie, ils vont vous faire une demande de recherche. Donc, on travaille tout le temps un peu avec l'histoire parce que pour les demandes de recherche, souvent, c'est ces gens-là qui viennent chercher les sources primaires. En histoire, on a ce concept-là qui est la source primaire, la source originale d'un document. C'est dans les centres d'archives que vous allez les trouver. Mais je l'ai mentionné, c'est si vous faites des demandes de recherche pour des institutions qui se spécialisent sur la conservation de documents et dans le cas de BANQ, que littéralement, non seulement, en fait, n'a pas que la mission de préserver la mémoire du Québec, mais d'appliquer la loi sur les archives, etc. Son rôle est très clair dans ces domaines-là, et BANQ conserve beaucoup de documents anciens. Ça fait partie de ses fonctions, c'est son rôle. D'ailleurs, on va y revenir encore une fois dans quelques épisodes, mais certains organismes publics doivent verser leurs archives définitives, donc les archives qui sont destinées à la conservation permanente, à BANQ. Je donne un exemple. Le ministère des Transports du Québec doit verser ses archives définitives, ses archives qui doivent conserver pour la pérennité à Bibliothèque nationale et Bibliothèque Archives nationale du Québec, pardonnez-moi. C'est son rôle. Donc, vous comprendrez que BANQ, puis là, je m'en vais sur une tangente parce que je trouve ça vraiment intéressant, mais BANQ a des épaules solides, mais les boîtes qu'on met là-dessus sont immenses. OK, de devoir tout prendre les documents une grande partie des documents, en fait, que nos gouvernements produisent, d'en garder une partie et de la conserver pour la permanence. On l'a vu dans le dernier épisode, mais il y a un aspect de coût. Pour représenter l'entièreté du Québec et pour représenter l'entièreté du Québec, il ne faut pas juste avoir les archives gouvernementales. Il y a des gens qui font l'histoire, il y a des gens qui marquent l'histoire du Québec, la culture québécoise, qui ne sont pas au gouvernement. Il faut garder de la place également pour représenter toute la population du Québec, de tous les milieux et de toutes les origines. Donc, là, c'est une longue tangente, on n'ira pas là, mais BANQ a une sale mission, si puis-je me permettre. Mais ce que je voulais vous dire dans cette grande aparté, c'est que ça fait partie de son travail de conserver des archives qui vont être réutilisées par des historiens. Mais si vous êtes archiviste pour une entreprise, ou moi qui est archiviste à mon compte, donc qui gère sa propre entreprise, je travaille pas souvent avec des historiens. Pas que je ferme la porte, je serais très intéressé à travailler avec vous si vous regardez, mais je possède pas d'archives historiques. Je suis pas un centre d'archives. Et les entreprises, elles, les historiens qui viennent les voir pour leur demander des accès à leurs archives, c'est pas inexistant, mais c'est excessivement rare. Donc, les archivistes vont travailler parfois avec les historiens dans certains domaines, mais souvent, si vous êtes archiviste pour une banque, archiviste pour une entreprise, ou dans mon cas, archiviste pour une entreprise personnelle qui est la mienne, les historiens ne vont pas venir vous poser des questions sur les documents que vous possédez très régulièrement. Donc, si on enlève ça, c'est quoi l'archivistique dans le fond? L'archivistique, c'est une science de l'information, comme on mentionnait, et le rôle d'un archiviste, c'est d'aller chercher l'information, de préserver l'information, de préserver les documents qui vont représenter au mieux un organisme. Et ça, c'est un procédé qu'on va voir dans un prochain épisode qui est l'évaluation, qui est très complexe. Et on va commencer plus doux, mais ce que je voulais vous dire dans ce top 5-là, c'est que j'ai appris très rapidement que finalement, en archivistique, on travaille très rarement avec des historiens et que ce n'est pas de l'histoire. L'histoire, premièrement, l'histoire, je devrais peut-être définir ça en premier. L'histoire, c'est l'histoire de ce qui est écrit. L'histoire, c'est l'histoire de l'écriture, de l'histoire écrite, ce qui est différent de l'histoire archéologique.
Moi, ça m'a surpris, là, c'est pas en archivistique, c'est un autre sujet, mais quand je suis rentré en études médiévales, j'ai appris à l'université que le département d'archéologie et le département d'histoire, ben, ils s'aiment pas nécessairement. Ce qui m'a beaucoup surpris, parce que pour moi, l'archéologie et l'histoire écrite, c'est la même chose quand je suis rentré à l'université. C'est ultra différent. Il y a des courants de pensée différents. J'ai entendu des historiens dire que les archéologues, c'est juste des pelleteux de boîtes, et j'ai entendu des archéologues dire que les historiens ne savent pas de quoi ils parlent. L'archéologie, si vous voulez, c'est l'histoire des artefacts. Et l'histoire écrite, c'est les documents en tant que tels, l'histoire des documents. L'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'art à travers l'histoire, etc., etc. Philologue, c'est l'histoire des langues mortes. Donc, l'histoire a le dos très large. Et l'archivistique va avoir des documents écrits, parce que l'archivistique, on se souvient du 2e épisode, toute information qui est écrite sur un support et qui est produit ou reçue par une personne ou un organisme est une archive. Donc, c'est normal que les archivistes et les historiens travaillent ensemble. Mais le reste du temps, l'archiviste, il est dans les bureaux des employés. Il leur pose des questions. Est-ce que tes documents sont bien nommés? Est-ce que tu as des problèmes à te retrouver au travail? Est-ce que ton organisation au travail, ça fonctionne? As-tu des questions? Est-ce que tu travailles sur ton bureau, mais tu as quelques questions sur l'organisation de tes fichiers? Justement, ces fichiers-là, son bureau devrait être sur le serveur, parce que si on les perd, si ton ordinateur lâche, on perd les documents. L'archiviste se greffe à l'information. Il répond aux appels, aux questions. Quel temps on doit garder ce document-là? C'est quoi la cote de classification dans lequel je devrais classer ce document-là? C'est-tu un contrat gré à gré? C'est-tu un contrat d'acquisition, un contrat de location? C'est notre rôle d'aller se greffer à l'information et d'aller assister nos usagers. Parfois, les archivistes, dans le meilleur des mondes, travaillent avec un logiciel de gestion documentaire quand l'organisme ou l'entreprise en a un ou a le budget d'en acheter un. Il faut l'entretenir. Il faut le comprendre, ce logiciel de documentation-là. Il faut pouvoir l'expliquer aux usagers. Fait qu'on a un travail qui se rapproche beaucoup du soutien informatique. Sur cet aspect-là très particulier, on va aller aider nos usagers à bien comprendre le logiciel avec lequel ils travaillent. On va répondre à leurs questions. Oui, mais je comprends pas, moi, pourquoi ce document-là, il faut le garder. Parce que la loi le prescrit. Parce que c'est un document avec une valeur secondaire si importante qu'on doit le conserver en permanence. Donc, notre rôle en tant qu'archiviste, c'est pas d'être en arrière, assis à attendre que la boîte d'archives nous arrive dans les mains. Finalement, un archiviste, du moment que tu as créé ton dossier, l'archiviste va s'impliquer. Là, évidemment, réalistiquement, l'entreprise, un archiviste n'est pas là à chaque ouverture de dossier, mais on va répondre à toute forme de questions. Hey, ce dossier-là, ça a l'air nono, mais j'hésite entre 2 titres. C'est quoi qui représente le plus le dossier pour que toi, tu le comprennes quand ça t'arrive ou que mes collègues puissent le comprendre lorsqu'on va le travailler? La classification, on a étendu l'expertise de notre entreprise. On a un nouveau domaine d'exploitation. Et le calendrier de conservation, le calendrier, mais aussi le plan de classification, donc la structure dans quoi on classe, ça va nous prendre une nouvelle catégorie. On va appeler l'archiviste. Il faut repenser le plan de classification et le calendrier de conservation. Pour faire la distinction entre les deux, le plan de classification, c'est le squelette. C'est comment vous allez en fait, c'est dans le fond ce que vous voyez, mettons, document, constitutif, histoire, peu importe. J'ai pas un bon exemple, là, mais vous avez les affaires, mettons, les documents de communication, direction générale, ressources humaines, financiers. Donc, tout ça et toutes les sous-catégories de ça, c'est un plan de classification. Ça tient sur une couple de pages et ça vous dit, dans le fond, c'est quoi la cote et c'est quoi les documents qu'on retrouve dans chaque division. Un calendrier de conservation, c'est la chair et le muscle. Le calendrier de conservation, lui, ce qu'il vous dit, c'est basé sur cette cote de classification-là, il y a des documents qui peuvent se retrouver dans cette cote-là. Et ces documents sont, on a une liste des documents dans le calendrier de conservation et le délai légal qui s'applique. Le délai de conservation, là je dis légal, mais on conserve des documents aussi parfois sans cadre légal, mais parce qu'il faut les garder. Donc, ça vous dit en somme quoi garder puis pendant combien de temps. Fait que faisons ça encore plus simple. Le plan de classification, c'est quoi? Alors, votre document, on le classe où? On va le chercher où? C'est quoi la classification du document? C'est quoi ce document-là? Donc, le plan de classification répond à c'est quoi?
Et le calendrier de conservation, lui, répond à combien de temps on garde. C'est un peu ça, les deux. Un archiviste est appelé à travailler avec ça. Donc, finalement, pour clore le premier point, on travaille très rarement avec l'histoire. Et l'archivistique n'est pas une science connexe de l'histoire, c'est vraiment une science indépendante de l'histoire qui travaille et qui se greffe à l'information. Donc, on est appelé à travailler avec des historiens, parce que les historiens font l'histoire écrite des documents sur des supports, et nous, les archivistes, ben, on traite l'information qui est écrite sur des supports. Donc, c'est sûr qu'on travaille ensemble, mais la majorité de notre travail n'est pas avec des historiens. Pour vous donner une petite moyenne, moi, personnellement, j'ai jamais travaillé avec un historien encore. J'ai travaillé dans plusieurs domaines avant de me lancer en entreprise. J'ai travaillé pour des organismes publics, des entreprises, mais j'ai même travaillé, mon premier contrat, c'était chez Exporail, dans un musée. Ça faisait pas partie de mes tâches de répondre aux demandes des chercheurs. Ça, c'était mon archiviste qui me chapeautait, qui s'en chargeait. Mais moi, personnellement, j'ai jamais fait de demande de recherche avec un historien parce que j'ai jamais vraiment travaillé dans le domaine historique, finalement. Maintenant, premier point clos, petite gorgée d'eau. Le deuxième point qui m'a surpris, c'est que les archives, ça a tout à voir avec l'histoire. Je sais que vous allez me dire, Gabriel, tu viens d'avoir un monologue à nous expliquer comment c'est une science connexe de l'histoire, qu'un archiviste ne fait pas de l'histoire, que toi, personnellement, tu n'as jamais eu un travail avec un historien. Comment ça se fait que tu dis maintenant que tout archive est de l'histoire? L'archivistique m'a ouvert les yeux sur la réalité de l'histoire. En histoire, on fait souvent l'histoire des grands. L'histoire, comme elle est écrite, c'est l'histoire des plus grands. Surtout au Moyen Âge, il faut se poser la question, au Moyen Âge, qui est-ce qui écrit? Les nobles et le clergé. Donc, c'est une infime partie de la population. Les supports coûtent excessivement cher. On se souvient, le support en archivistique, c'est sur le matériau qu'on utilise pour inscrire l'information. Au Moyen Âge, faire du parchemin qui est fait avec de la peau d'animaux, ça coûte extrêmement cher. Je vous donne une statistique intéressante. Une Bible au Moyen Âge, on va en produire une. La Bible, c'est important au Moyen Âge. Le Moyen Âge occidental est marqué par la religion et le christianisme. Donc, on veut faire une Bible. OK, tu veux faire une Bible. Là, il faut que tu puisses l'écrire, ta Bible. Donc, ça te prend le support qui est... au Moyen-Âge, on va utiliser beaucoup le parchemin, mais pas que. On va utiliser un peu le papyrus et on va le laisser tomber. Et éventuellement, le Moyen-Âge va connaître l'imprimerie et on va avoir le papier qui va nous venir de Chine. Donc, il va y avoir d'autres supports que le parchemin, mais pendant un bon moment, c'est le parchemin qui domine. Donc, on veut faire une Bible. OK. Ça va me prendre de la peau d'animaux. OK, il va falloir que tu les achètes, les animaux. Faut que tu les possèdes. OK. Pour faire une Bible, ça prend environ, on estime, 300 moutons. Acheter 300 moutons au Moyen-Âge, là, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Puis là, il faut que tu les achètes, tes moutons, mais il faut que tu les entretiennes, il faut que tu les protèges, il faut que tu les nourrisses. Puis il faut qu'ils grandissent. Fait que là, tes 300 moutons, ils t'ont coûté cher, hein? C'est pas fini. Parce que là, maintenant, tu as les moyens, heureusement, tu as les moyens de t'acheter 300 moutons, de les défendre, de les entretenir, de veiller à leur bien-être pour qu'ils tombent malades, etc., etc. Maintenant, il y a un autre problème. OK, tu as des 300 moutons, là, il faut les abattre. OK, on procède à l'abattage des moutons, on abat les moutons, et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il faut traiter la peau. Le mouton, une fois que tu l'as tué, il faut que tu puisses traiter la peau pour être capable justement d'aller écrire, d'obtenir du parchemin pour être capable d'écrire dessus. Il faut traiter la peau de 300 moutons. Processus de tannage. Processus qui est complexe, qui n'est pas gratuit. Après tout ça, tu as tes 300 moutons, tu les as protégés, ils sont assez gros, tout est beau, tu les abats, tu procèdes au tannage, tout va bien, tous tes 300 morceaux de parchemin. Ça te prend quelqu'un qui va écrire. Là, aujourd'hui, c'est assez facile. Tout le monde sait écrire. Au Moyen Âge, ça te prend un noble ou ça te prend souvent un membre du clergé. OK, il faut qu'il écrit. Il faut qu'il puisse commencer à écrire. Y a-tu de l'encre?
que tu achètes l'encre. Et là, évidemment, au Moyen-Âge, on ne fait pas juste écrire, on met de magnifiques enluminures à l'intérieur des manuscrits, souvent. On veut les rendre beaux parce que c'est sacré l'écriture au Moyen-Âge, puisqu'on écrit la Bible souvent. Il faut que tu achètes le lapis-lazuli, il faut que tu achètes tous les matériaux nécessaires. Ça coûte très cher. Puis là, il faut copier à la main. C'est long. Vraiment long. Fait qu'au Moyen-Âge, on écrit juste quand c'est vraiment nécessaire. Parce que ça coûte extrêmement cher, que c'est très complexe comme procédé. Fait qu'on écrit seulement quand on considère que c'est important. Qu'est-ce qui est important en histoire? Malheureusement, les paysans passent en dernier. Les femmes passent en dernier. Je me suis spécialisé sur la place des femmes chez les Vikings. Et je peux vous dire qu'en histoire, les femmes sont toujours second. On va pas écrire sur les femmes, on va écrire sur les hommes, mais c'est pas sur les hommes paysans. On va écrire sur les hommes importants. Donc, là, c'est un enjeu déjà qu'on a le support dans lequel on a écrit l'information. Il arrive que parfois, on écrit sur les paysans, sur la condition paysanne, mais c'est très rare. On a vu un peu dans le dernier épisode, très brièvement, mais vous savez, les documents, c'est bien beau qu'on les a écrits, mais il faut les conserver. Au Moyen-Âge, on n'a pas nécessairement les meilleures méthodes de conservation. On fait avec les moyens du bord. Donc, le parchemin, qui est une matière organique, qui est potentiellement attaquée par la moisissure avec l'humidité et potentiellement attaquée par les insectes et les rongeurs, peut se dégrader à travers le temps. Le taux d'humidité dans des bâtisses en pierre à la fin du Moyen-Âge est énorme. Ils n'ont pas de déshumidificateur, vous le comprendrez très bien. Donc, il y a des documents qui sont au proie avec la moisissure et les nuisibles. Maintenant, les documents, étant donné qu'ils sont si compliqués à produire au Moyen-Âge et qui coûtent excessivement cher, on en prend soin, certes, mais ça a une valeur monétaire. Dans le temps de Charlemagne, il y avait, donc Charlemagne, pour donner un 9e siècle, là, il va être couronné d'ailleurs à l'an 800, Charlemagne. Il y avait du marché noir. Il y avait un marché noir de livres, tellement que ça valait cher, de documents. Particulièrement les livres, par contre. Pas les documents, mais les livres qui étaient trafiqués. Et même les Vikings vont commencer, au lieu de brûler les livres, vont juste les revendre. Parce qu'ils se rendent compte que les chrétiens, pour des Bibles, sont prêts à payer des sommes faramineuses. Donc, tout ça pour vous dire que le support coûte excessivement cher, mais il faut que le support, en plus, survive. Et il doit survivre, pas juste au Moyen-Âge. Il doit survivre jusqu'à nous, aujourd'hui, en 2025. Et là, les supports, il doit survivre aux températures, aux conditions, au vol, au vandalisme, mais aux guerres. À toutes les guerres du Moyen-Âge, à toutes les guerres de la Renaissance, à toutes les guerres de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tous les bombardements qu'il y a eu. On perd énormément des documents. On le sait aujourd'hui pour le Moyen-Âge, on a perdu énormément de documents. Faire mon certificat en archivistique, devenir archiviste me fait rendre compte de cet enjeu-là. Si il est expliqué très clairement, dans le fond, dans nos cours à l'Université de Montréal, qu'on a perdu beaucoup de documents, puis que c'est pas nécessairement... on en a quand même, on sait qu'on en a perdu beaucoup de ces documents-là, d'archives officielles, des actes, etc. On en a perdu énormément. Mais ça, cette perspective-là, je m'en suis rendu compte grâce aux archives. Que j'ai vu que l'information, c'est bien beau qu'elle soit écrite, mais sur papier, qu'on fasse un acte, peu importe, on donne des droits sur une terre à quelqu'un, peu importe, il faut que le document nous parvienne. Et ça, cette perspective-là me rend compte que finalement, en archivistique, il y a un enjeu sur l'information, il faut qu'elle nous parvienne. Hein? Puis il faut qu'elle se préserve et qu'on s'assure qu'elle soit intègre. Parce qu'au Moyen-Âge, comme dans tous les moments de l'histoire, comme aujourd'hui, il y a de la falsification de documents. Il y a des documents qui ne sont pas authentiques, qu'on a falsifiés. Et donc, il y a des techniques qui étaient utilisées au Moyen-Âge et aujourd'hui, entre autres avec des systèmes plus sophistiqués, on peut déterminer l'authenticité d'un document ou non. Et là, ce que je me suis rendu compte avec l'archivistique, c'est que l'histoire, c'est beaucoup, dans le fond, l'histoire des grands. Parce que pour plein de raisons dans le passé, bon, il y avait des enjeux au niveau du sport, mais veut pas, avec la modernité, avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent.
Et cette information-là témoigne de l'activité des gens, des entreprises, du gouvernement, et sont des mini-traces de notre histoire, des fragments de mémoire. Et je me suis rendu compte que même en travaillant dans des entreprises qui n'étaient vraiment pas spécialisées dans le domaine de l'histoire, l'information qui circule sont des fragments d'information, sont des fragments de mémoire d'une histoire collective. Fait que finalement, ironiquement, j'ai appris que l'archivistique, c'est pas du tout de l'histoire, mais j'ai compris que tout ce que je voyais passer est potentiellement, en fait, est une mémoire collective de l'histoire de l'entreprise, de l'histoire des individus qui ont travaillé dans l'entreprise, du rôle de l'entreprise dans le Québec. Mais lorsqu'on veut se poser la question, comment est-ce qu'on peut garder toute cette information-là, la réponse à ça, c'est impossible. On ne peut pas tout garder, cette information-là. C'est pour ça qu'on doit faire une évaluation en archivistique et se poser la question, comment est-ce qu'on garde? En fait, comment est-ce qu'on garde, puis qu'est-ce qu'on garde, ultimement? Hein? Fait que, ironiquement, le deuxième point, c'est que j'ai fini par réaliser, ça a ouvert ma fenêtre sur l'histoire, l'archivistique. Parce que j'ai réalisé que si en histoire, on fait souvent l'histoire des grands, l'archivistique, elle reçoit l'information de peu importe la personne, tant que c'est produit ou reçu dans le cadre de ses fonctions. C'est sûr qu'on fait un tri en archivistique, ben c'est impensable. Garder tout, c'est irréalisable, on veut pas ça. Puis de toute façon, c'est pas tellement pertinent de tout garder parce qu'on veut chercher l'information importante, hein, la valeur secondaire des archives, leur valeur de témoignage, c'est ça qui nous intéresse. Autre évidemment que les documents qu'on doit conserver en permanence parce qu'une loi nous l'oblige. Maintenant, on dit ça, ok d'accord. Qu'est-ce que ça a changé dans ma perspective? Ben, comme je vous l'ai dit, ça a changé ma perspective sur l'histoire. Je me suis rendu compte que l'archivistique, finalement, la mémoire, c'est pas juste l'histoire des grands. Je m'en étais un peu rendu compte dans mon parcours. Ben, je me spécialisais surtout sur les femmes. Et on parle pas des femmes en histoire alors qu'elles ont accompli énormément de choses. Surtout au Moyen-Âge, ça va vous surprendre. Mais il y a eu beaucoup de femmes importantes. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que toute information est un fragment de mémoire. Toute information est une partie d'histoire. C'est juste qu'en archivistique, pour des besoins logistiques, non, en fait, logistique légale et j'ai envie de dire normal parce que ça serait irréaliste de tout garder, on conserve un patrimoine informationnel qui, dans cette information légale, financière, administrative, la valeur primaire, il y a aussi une valeur secondaire, une valeur d'information, une valeur de témoignage. C'est pas tous les documents qui ont la même valeur de témoignage, il y en a qu'on garde, il y en a qu'on jette, mais finalement que tout ce qui se passe, toute l'information qui passe autour de moi est un fragment d'histoire que j'avais jamais réalisé avant. Et c'est ça, mon deuxième point. L'archivistique m'a ouvert les yeux que la mémoire d'un peuple se traduit à travers l'information qu'il envoie et qu'il reçoit. Et ces courants d'informations-là qui sont multiples, surtout aujourd'hui, pensez juste à Twitter. Pensez au président Donald Trump aux États-Unis qui fait des siennes. Tous les tweets qu'il fait, techniquement, c'est une archive. C'est les communications officielles du président des États-Unis. Imaginez le travail de tout archiver ça et de comprendre que tout ça, c'est des fragments de mémoire. Hein? À chaque fois qu'il fait un tweet, par exemple, qui menace notre annexion, ça fait réagir. Ça fait réagir. Là, je sais qu'il utilise surtout Truth Social plus que Twitter, mais dans tous les cas, c'est un réseau social. Et lui, ce qui va se servir, à chaque fois qu'il va faire un post sur un de ses réseaux sociaux, sociaux-là, ce que ça va faire, c'est que ça va changer le courant politique. Le Canada change de posture face aux menaces des États-Unis. La bourse chute selon certains de ses tweets, dépendamment de ce qu'il dit, les tarifs qu'il va mettre. Donc, c'est de l'histoire. Ce tweet-là fait partie de l'histoire. C'est un fragment d'information. Et tout ça cumulé ensemble, on peut avoir une mémoire collective qui témoigne de notre réalité présente. Donc, c'est un petit peu philosophique, je pense, mais c'est important que je vous en parle parce que ça m'a vraiment, de mon bagage historique, l'archivistique a quand même changé ma perception sur l'histoire. Et c'est ironique parce que je pensais à ça, une de mes réflexions, ça me faisait bien rire, mais je me suis dit, c'est drôle parce qu'on disait à la blague que l'archivistique est une science connexe à l'histoire. Puis je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement, maintenant que je suis archiviste puis que je vois toute l'information qui se déroule puis tous les enjeux qui tournent autour,
J'ai eu la petite pensée à un moment donné qui n'est pas vrai, hein, c'est faux, mais j'ai eu le sourire en me disant finalement c'est peut-être l'histoire qui est une science connexe à l'archivistique. Donc, un archiviste, ça fait pas de l'histoire, mais vu qu'un archiviste, c'est un gardien de la mémoire et que la mémoire, c'est le patrimoine informationnel d'un organisme, d'une entreprise, d'une nation, on fait un peu tout le temps de l'histoire aussi, indirectement. Donc, les 2 premiers points sont clairés. Je vais vous amener sur le prochain point, c'est la loi. C'est ce qui m'a le plus surpris en archivistique, c'est à quel point on travaille avec la loi. Moi, je m'attendais à ce que, évidemment, bon, les documents, il faut savoir quand je les gardais, il fallait connaître quelques lois, mais quand j'ai commencé mon certificat en archivistique, j'ai réalisé qu'on travaille quasiment qu'avec la loi. Hein, un archiviste va travailler avec la loi sur les archives, la loi sur le versement des archives pour les organismes publics qui versent leurs archives à BANQ, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur public et les droits de l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. On va travailler avec le droit à l'image. Ah, une vidéo, un film, une photo, ben, il y a un droit à l'image qui est attaché à ça. Les droits d'auteur. Une archive, c'est produit, on va le voir encore une fois un peu plus loin, mais on a des fonds d'archives en archivistique et c'est attaché avec un créateur, hein, celui qui a créé les documents, hein, qui les a produits ou reçus dans le cadre de ses activités. La différence entre un fonds et une collection. Et on va l'aborder très rapidement, c'est rapide. Un fonds, c'est tous les documents qui sont créés, produits par une personne. Et une collection, c'est tous les documents qui parlent d'une personne. Exemple, François Legault, notre premier ministre, produit et reçoit des documents dans le cadre de ses fonctions. Le fonds, mettons, du premier ministre du Québec, dans le cadre de ses fonctions, François Legault, il y aurait un fonds associé à ça et ce seraient les documents qu'il aurait produits ou reçus dans le cadre de ses activités en tant que premier ministre. La collection sur François Legault, c'est tout document qui parle de François Legault. Le créateur du document versus qui parle du créateur. Fonds et collection. Rassurez-vous, on va y aller plus en détail dans un autre épisode, mais juste vous donner encore un petit spoiler, c'est une des choses qui différencie les collections peut-être dans les bibliothèques et les fonds en archivistique. Maintenant, important, les archivistes ont aussi des collections parfois. Il n'y a pas juste les bibliothèques qui en ont, mais c'est pas important pour l'instant. On retourne sur la loi. La loi, on travaille avec énormément de lois, le droit d'auteur, hein, qui a créé les documents, c'est là-dessus qu'on était. Et finalement, tu travailles avec ces lois-là plus générales, mais tu vas travailler avec les lois de ton domaine. Tu travailles dans l'ingénierie, les lois qui concernent les ingénieurs, tu vas devoir travailler avec ça. Loi sur les architectes, tu travailles avec des architectes. Fait que finalement, un archiviste, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu es tout le temps en train de chercher dans des textes de loi à savoir quand est-ce qu'on garde, sur l'accès aux documents, quand est-ce qu'on a le droit de donner accès, où est-ce que ça s'applique. Et c'est pour ça qu'un archiviste, son allié, numéro 1, n'est pas l'historien. Pour les 2 raisons qu'on a mentionnées plus haut. Le meilleur ami d'un archiviste, c'est un avocat. Si tu es aux études présentement en archivistique, tu penses aller en archivistique ou tu es tout récemment archiviste, trouve-toi des avocats dans les domaines dans lesquels tu veux travailler. Souviens-toi des avocats que tu rencontres et assure-toi, si c'est pertinent dans le domaine que tu veux travailler, de garder contact parce que ça va être ton plus grand allié. Un archiviste travaille constamment avec la loi. La plus grande question qu'on va vous poser, c'est combien de temps on garde ça, et ça, c'est régi par une loi très, 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 très souvent. Donc, la loi, je ne m'attendais pas à ça en archivistique, mais dans les premiers cours, ils nous le montrent très rapidement. Tu vas travailler énormément avec les textes de loi, donc tu dois être familier à lire des textes de loi. Ça a l'air un peu stupide, mais moi, que je partais de l'histoire médiévale, de lire des vieux textes, ça allait, mais un texte de loi, c'est costaud, il y a des nuances dans les mots, c'est important d'être attentif, de bien comprendre et de poser des questions. Donc, il faut s'alimenter des textes de loi et devenir apte à bien les lire, à bien les comprendre, mais un archiviste ne deviendra jamais un avocat, c'est pas l'objectif. C'est pourquoi on se greffe toujours avec des avocats dans notre domaine, parce que si on a des questions, il n'y a rien de mieux qu'un avocat pour nous conseiller. Donc, tu te lances en archivistique, tu veux devenir archiviste, un très bon conseil que je peux te donner, c'est de te greffer à un avocat le plus vite possible. C'est très pratique dans le domaine. Maintenant,
Moi, je vais être bien honnête, le quatrième point qui m'a le plus surpris en archivistique, c'est combien on est peu. Dans ma tête, étant donné que l'archivistique, bon, je savais déjà un peu avant que ça avait le dos quand même large, je m'attendais à ce que tout le monde a un archiviste. Par exemple, chaque municipalité a un archiviste. Chaque organisme public a des archivistes. Les entreprises ont tous au moins un archiviste pour faire la gestion documentaire. Hein? Ben non. On n'est vraiment pas beaucoup. Selon un recensement fait en 2021, pardonnez-moi, on serait à peu près 700 archivistes au Québec. On n'est pas une grosse gang. Et c'est un peu la raison principale pourquoi je me lance en entreprise en archivistique et j'offre un service, en fait 3 services pour les entreprises. C'est d'aller aider les entreprises à s'organiser, à s'assurer que la conservation de leurs archives est optimale ou à faire des inventaires s'ils n'ont personne pour les faire. Parce que je me suis rendu compte que finalement, il y a de la job pour des archivistes à n'en plus finir. Regardez dans le monde de l'information qu'on vit présentement, regardez les fluctuations de l'information, les réseaux d'information, il y en a tellement, on ne sait plus quoi faire avec et on n'est qu'à peu près 700 au Québec. L'ouvrage, il y en a en masse. Des entreprises qui ont besoin d'aide, c'est la vaste majorité du temps et j'ai été vraiment surpris de me rendre compte que c'est vraiment pas la norme d'avoir un archiviste. Et vous devriez. Un archiviste, c'est essentiel pour votre entreprise, c'est essentiel pour votre organisme. Ça vous aide à bien gérer votre documentation. Vous allez sauver un temps fou parce que le temps que vous ne perdez pas à chercher vos documents, c'est un temps que vous ne payez pas quelqu'un à aller chercher. Donc, faites affaire avec un archiviste, c'est très important. Si vous ne savez pas si votre local d'entreposage est optimal ou comment le rendre optimal, faites affaire avec un archiviste. Donc, mes chers amis, moi, c'est ça qui me surpris, c'est comment on est un petit nombre. Et c'est une très vieille profession. Archivistique, ça remonte à des temps immémoriaux. Il y en avait au Moyen Âge. C'était pas comme aujourd'hui, évidemment. Mais il y avait des personnes qui étaient attachées aux documents, un peu comme aujourd'hui. Et on va faire l'histoire de l'archivistique sur l'épisode sur c'est quoi un archiviste. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est de se rendre compte que c'est une très vieille profession, qu'il y a toujours eu un peu des archivistes, mais que finalement, il y en a très peu. D'ailleurs, ce qui est intéressant, j'en ai parlé sur mon podcast j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Fragment Fugace, Emmanuel le Fragment Fugace, qui parlait de son OBNL et de ce rôle qu'ils se sont donné de conserver des anciens films. Donc, ces gens-là, c'est pas c'est pas des archivistes de profession, mais ils sont devenus des archivistes de ce qu'on appelle les archivistes de circonstance. Étant donné qu'il n'y a pas tellement d'archivistes, des fois, il y a des gens qui mettent l'épaule à la roue, qui deviennent des archivistes en quelque sorte, et qui vont préserver l'information et qui vont assurer la pérennité de cette dernière. D'ailleurs, en toute transparence, c'est un des flags, un des drapeaux que j'ai levé quand je me suis demandé comment me lancer en affaires en archivistique. C'est qu'il y a beaucoup d'archivistes de circonstances et on les aime. Hein? Je veux que ça soit clair, il n'y a vraiment pas de jugement. Sans les archivistes de circonstances, on aurait perdu énormément d'informations. Mais s'il y a des archivistes de circonstances, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, très surpris d'apprendre que finalement, pour une profession qui est super essentielle dans un monde d'information qui grandit sans cesse, on n'est même pas 1000 au Québec. D'ailleurs, là, je parle d'archivistique, je parle d'archivistes et je vous parle du nombre d'archivistes. Il y a des techniciens en archivistique, il y a des techniciens en documentation, avec qui, sans eux, ça serait impossible de faire notre travail. Ceux qui m'ont formé, j'ai eu des archivistes, mais j'ai eu beaucoup de techniciens en documentation. Et la raison pourquoi aujourd'hui je me sens aussi solide dans ma matière, que je me sens prêt à affronter le monde entrepreneurial, c'est grâce à des techniciens en documentation qui, eux, m'ont formé, qui, eux, m'ont donné leurs techniques, qui m'ont donné leurs outils. Donc, il n'y a pas que des archivistes qui travaillent avec des archives. Et il y a des archivistes médicales. Et ça, j'aimerais vraiment ça me greffer à un archiviste médical, mais l'archivistique, du point de vue médical, c'est pas les mêmes études. Hein, un archiviste, dans le fond, il faut faire un bac avec un certificat, une maîtrise ou un doc, donc c'est universitaire. Mais les archivistes médicaux, c'est une technique.
C'est un autre domaine complètement. Ils ont une autre association. Donc, il n'y a pas que des archivistes comme nous. Il y a des archivistes, les archivistes médicaux également, qui travaillent dans un domaine qui est très différent, mais très similaire, j'imagine. Mais ça, on va en parler quand je vais en recevoir un ou une, parce que c'est vraiment, là, c'est... Vous pouvez pas être archiviste médical si vous avez fait mon cursus. Si vous êtes allé à l'université pour l'archivistique, j'ai envie de dire, je sais pas de base, mais l'archivistique traditionnelle avec tous les guillemets possibles et imaginables, vous ne pouvez pas devenir archiviste médical. Vous devez faire la technique, vous pouvez vous spécialiser ensuite, j'en suis certain, à l'université, mais c'est 2 branches d'archivistique. Donc, j'espère en avoir un ici pour qu'il vienne nous parler de ces réalités-là. Mais pour vous dire qu'on est 700, mais on n'est pas seul. Hein? On n'est pas seul, on a des équipes qui nous soutiennent et c'est très apprécié. Ça nous amène à le dernier point, le 5e point le plus... en fait, ce que je ne m'attendais pas en me lançant en archivistique, c'est que la compétence qu'un archiviste doit avoir n'est pas... En fait, la compétence la plus importante, nuance, la plus importante n'est pas la minutie. Ça m'a beaucoup surpris. Parce que moi, quand je me suis lancé en archivistique, je me suis dit, la règle d'or, c'est la minutie. Et ne vous détrompez pas, un archiviste doit être méticuleux. T'as pas le choix, tu n'y arriveras jamais sans. Un archiviste doit être minutieux. On joue dans le détail, dans la précision. Oubliez ça, être archiviste. Si vous n'aimez pas la minutie, ce n'est pas votre parcours. Je vous le dis tout de suite, c'est important. Mais ce n'est pas la compétence la plus importante. La compétence la plus importante, c'est la diplomatie. Archiviste, on l'a vu, on n'est pas beaucoup. On a des petites gangs. On est 700 à peu près. Bon, on a des techniciens aussi en archivistique, en documentation. Ça, c'est dans le meilleur des mondes que vous avez une équipe. C'est pas rare que je suis arrivé sur des contrats, sur des planchers. Et là, c'est encore plus vrai parce que je suis travailleur autonome, mais que j'étais seul. Un archiviste, parfois, c'est une équipe de 1 personne. C'est tout. Et vous allez devoir travailler avec l'entièreté de l'organisme et ou de l'entreprise. Ça veut dire travailler avec tous les départements, seul. Et là, vous voulez amener des normes archivistiques. Parce que les documents, on doit les garder pour des raisons légales. On ne doit pas les perdre. Ils ont des valeurs secondaires. On doit les garder. Le calendrier nous dit qu'on doit le garder, ce document-là. On ne veut pas les perdre. Il va falloir visiter les services et un peu vendre notre salade. Hein, leur dire que l'archivistique, c'est important. Mais ces gens-là ont tous des compétences qui leur sont propres dans leur département. Les personnes de ressources humaines travaillent dossier d'employés, entre autres, etc., département des finances, etc. Chacun a son expertise, mais ce n'est pas tous des archivistes. Ça fait bien du sens. Eux autres ont une façon de travailler qui, pour eux, est efficace parce qu'eux autres ont besoin de telle information dans l'exercice de leurs nombreuses tâches. Et toi, il faut que tu arrives à les convaincre seul, très souvent tu es seul, que tes normes archivistiques devraient être prises en compte dans leur travail. Et tu vas beaucoup gérer la gestion du changement qui est une compétence cruciale en archivistique. Parce que c'est ça un archiviste, ça amène souvent du changement. Et le changement, personne n'aime ça. C'est tout à fait normal, je suis archiviste, j'aime pas quand ma routine change. Tout le monde est pareil, personne n'aime le changement, personne n'aime briser la routine pour complexifier les choses et éventuellement avoir quelque chose qui est potentiellement plus efficace. Mais tu es seul dans cette démarche-là, très souvent. Tu es le seul département, qui connaît l'archivistique, fait que quand tu dois l'expliquer aux autres puis que tu dois amener des meilleures pratiques archivistiques, tu dois être un excellent diplomate. Tu dois vendre le changement. Il faut être aussi un très bon vendeur quand tu es archiviste, parce que quand tu arrives avec un nouveau logiciel archivistique et tu dois le vendre à ton entreprise, à tes supérieurs, à tes gestionnaires, de le vendre à tes collègues, faut que tu sois sûr de ce que tu amènes, il faut que tu sois clair et il faut que ces gens-là puissent comprendre que, écoute, tu vas avoir un sacrifice d'adaptation à faire pendant un certain temps, ça va être plus long, ça va être un peu plus chiant, mais je vais être là. Je vais être là du début à la fin du processus. Je vais être là quand tu vas avoir des questions. Je vais être là pour trouver des solutions. Je vais être présent avec toi. Et ensemble, après qu'on ait fait ce changement-là, non seulement on va respecter les normes archivistiques, mais tu vas avoir gagné du temps.
tu vas arrêter de te chercher dans tes documents ou tu vas moins te chercher. Puis je vais pouvoir te donner un support progressif personnalisé aux personnes. Et là, bon, c'est une entreprise, hein, Gabriel Archiviste, Archiviste Gabriel Côté, pardonnez-moi, c'est une entreprise et c'est ça que je veux vendre aussi, c'est un service. Mais ce que je fais en tant que travailleur autonome, en tant qu'archiviste, vous allez devoir le faire, vous aussi, dans vos organismes ou dans vos entreprises. Vous allez devoir être un vendeur. Vous allez devoir quelqu'un qui offre un service. Parce que l'archivistique, c'est quelque chose qui est très, très spécialiste à l'archivistique. C'est les archivistes qui travaillent avec ça et les gens ne sont pas des archivistes. Et vous allez devoir les vendre, mais votre voix, souvent, elle va être seule. Parfois, vous êtes chanceux, vous avez un département, vous avez 2-3 personnes pour vous appuyer. Mais vous n'êtes jamais le plus gros département. Vous devez justifier vos dépenses parce que quand on implante un logiciel, par exemple, ça va coûter de l'argent. Il faut convaincre les gestionnaires que le petit département en archivistique qui contient 1 ou 2 personnes, ces gens-là ont quelque chose qui vont amener un changement positif et que la dépense que l'entreprise va entreprendre va porter ses fruits éventuellement. On doit faire entendre notre voix alors qu'on est souvent seul ou très peu. Donc, la compétence la plus importante qu'un archiviste doit avoir, ça m'a surpris, ce n'est pas la minutie, mais la diplomatie, d'être capable d'amener le changement, de vendre aussi, hein, je dis diplomatie, mais aussi vendeur, hein, de le vendre et de négocier le changement. Parfois, on voudrait qu'un changement se fasse dans sa totalité, pour des normes archivistiques, pour des besoins qui, pour vous, en tant qu'archiviste, sont parfaitement clairs. Mais pour la personne qui travaille aux ressources humaines, qui n'est pas un archiviste, ces bienfaits-là, elle ne les voit pas tout de suite. Ben, des fois, c'est de faire des négociations, de cibler les dossiers névralgiques, à cibler là où c'est plus crucial, où l'enjeu est le plus important. Commencer petit, à commencer avec des petits changements, créer un lien de confiance avec le département. Hey, l'archiviste, quand il vient dans le département, ça va pas mal mieux. Des fois, il fait des petits changements, là, c'est un petit peu fâchant, puis tu te dis, ah, tu sais, c'est pas ma routine habituelle. Mais quand il passe l'archiviste, puis qu'il fait ces petits changements-là, ben après, ça va mieux. Hey, sais-tu quoi? J'ai une question sur l'organisation dans mon serveur. Hein? J'ai des dossiers, je classe mes affaires un peu n'importe où. Ben, il est bien diplomate, notre archiviste. Tu peux l'appeler. Il va t'offrir un service. Il va s'asseoir à côté de toi. Puis il va pas mettre de jugement. Là, ça, c'est hyper important. Là. Un archiviste ne juge jamais. Et si vous voulez devenir archiviste, vous ne devez jamais juger. Un archiviste ne va pas dans un département puis il va dire « Mon Dieu, c'est tout croche, vous faites ça n'importe comment. » Jamais, jamais, jamais. C'est peut-être le cas. C'est peut-être complètement tout croche. Mais quand vous allez voir le service, c'est important d'y aller puis d'amener des solutions, de leur expliquer ça c'est moins optimal pour telle et telle raison. Voici des pistes de solutions qui pourraient nous aider, premièrement, à respecter les normes archivistiques, mais à vous à mieux travailler. Et quand je dis mieux travailler, c'est à travailler plus efficacement. Donc, c'est le dernier point, le plus important, mais je le martèle, je voulais terminer avec celui-là justement pour ça. Vous devez être d'excellents vendeurs, d'excellents diplomates. Vous n'avez pas le choix. Votre département, souvent d'une personne, doit être le département que quand il y a un problème dans un autre département, ils se disent, sais-tu quoi, l'archiviste, il est diplomate. Il va nous trouver des solutions. Il ne vient pas avec un jugement. C'est quelqu'un à qui on peut demander un service, qu'on peut lui demander de venir nous aider, puis il est là pour nous. Puis il n'est pas juste là pour nous dire, OK, je te lève tel drapeau à telle place. Maintenant, arrange-toi. Je t'ai dit quoi faire, fais-les. Non. L'archiviste, il est présent, puis qu'il réponde aux questions, puis qu'il regarde le système, le processus d'affaires du travail, hein, qui regarde comment il travaille, qui lève les drapeaux. On essaye une nouvelle méthode, une méthode qui est plus simple, qui est plus concise, qui a une potentialité d'être plus efficace. Mais c'est possible qu'après nos modifications, on se rende compte que pour des raisons du département, pas de l'archivistique, il y a des informations qui manquent, c'est pas super efficace, ou il y a une procédure importante pour ce département-là qui gère une législation qui lui est propre. Prenons exemple les ressources humaines, ils ont des lois à respecter eux aussi. Ben, peut-être que finalement, pour des raisons XY, votre processus d'affaires, ben, eux autres, ils ont besoin qu'un document ou qu'un dossier soit traité de telle façon à tel moment. C'est d'être à l'écoute. Puis de comprendre, parce que vous aussi, ça vous concerne. Dans les documents RH, en tant qu'archiviste, vous allez travailler dans leur conservation et leur gestion, dans le sens que vous allez les conseiller sur comment monter le dossier d'employé,
C'est quoi les différents volets? On va le voir dans un prochain épisode, mais il y a des volets à un dossier d'employé. Le volet administratif, le volet médical, le volet financier, qui n'ont pas du tout les mêmes délais de conservation. Donc, ça va peut-être appeler à les aider à ce moment-là. Et eux vont vous aider avec les lois qui les concernent, eux, plus spécifiquement, dans le cadre de leur fonction. Donc, des lois que vous ne travaillez pas, vous, en tant qu'archiviste. Mais eux, ils en ont, et c'est ce partage, cette diplomatie d'information qui fait que vous allez trouver une solution à votre problème. Et je vais terminer là-dessus. Une classification de l'organisation, surtout, ça vaut pour plusieurs aspects en archivistique, mais l'organisation, surtout. Une organisation, là, quand vous faites une classification avec quelqu'un que vous l'aidez à s'organiser au travail, si vous ne le retravaillez pas par la suite, c'est sûrement que vous l'avez mal fait. Une bonne classification, une bonne organisation au travail, on met un plan, on essaye, puis on entend le feedback de nos employés, de nos clients. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, puis pourquoi ça ne marche pas, et on recommence. C'est hyper important. Un plan de classification, dans mon cours de classification à l'université, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est le plan de classification, si tu ne l'as pas recommencé, c'est que tu l'as fait tout croche. C'est normal, on est dans le détail, on est dans la minutie. Il va falloir amener des ajustements et c'est votre rôle en tant qu'archiviste de supporter, de suivre votre clientèle ou vos collègues de travail. Mes chers amis, merci d'avoir été présents pour l'épisode 2 de La Voix de l'archiviste. Merci à l'Engrenage de me prêter ce magnifique studio. Je me rends compte que je ne les remercie même pas à la fin des épisodes. Donc, à partir de maintenant, merci à l'Engrenage, au studio 1649. Si jamais vous voulez enregistrer dans un magnifique local, vous avez juste à aller chercher leur site internet qui est dans la description. Mes chers amis, merci d'avoir été présents. À la prochaine.